Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour une conférence digitale consacrée au secteur de la consommation, à ses enjeux et au rôle que la tech peut jouer pour faire face à ces enjeux. Pour poser la donne, je vais me tourner tout de suite vers Francisco Sanchez. Bonjour Francisco Sanchez, vous êtes associé chez Mazars. Bonjour Cécile. Et vous allez nous parler du secteur de la consommation. En ce moment, on peut dire que ce secteur est à la fois en pleine transformation et aussi confronté à une espèce de paradoxe. Alors en effet, le secteur de la consommation s'est énormément transformé. Cette transformation, elle se poursuit et je dirais même qu'elle s'accélère. Alors la distribution des produits, elle est devenue totalement omnicanal. Et l'essor du e-commerce est continu depuis de nombreuses années. À titre d'exemple, les ventes de commerce électronique ont atteint cette année le chiffre de 5 000 milliards de dollars. Et ce chiffre, il va doubler d'ici 2027. C'est un effet post-Covid ou c'est simplement un changement des habitudes? Non, c'est une tendance qui est une tendance de fond depuis des années, mais ce n'est pas uniquement cette tendance. Il y a, et notre étude le démontre, deux autres grandes tendances. La première, c'est que le client consommateur est de plus en plus connecté. Il y a une digitalisation de l'acte d'achat et de la relation client. Je vais prendre des exemples. Il y a aujourd'hui une utilisation grandissante des réseaux sociaux, des communautés de consommateurs. C'est également toutes les offres personnalisées que nous recevons tous les jours sur nos appareils mobiles. C'est la géolocalisation de nos déplacements. C'est également la simplification des paiements, par exemple des paiements sur mobile. Ça, c'est la première transformation importante. Puis il y a une deuxième transformation importante, qui est la transformation d'une consommation plus durable, plus responsable. Là encore, quelques exemples de la hausse des produits locaux, la hausse des produits bio, des chaînes d'approvisionnement qui sont moins énergivores, et puis par exemple les emballages recyclés. C'est une demande des consommateurs? Alors, 60% des consommateurs français réclament plus de transparence dans les valeurs éthiques des marques. Et c'est bien ça le paradoxe, c'est-à-dire que le citoyen veut une consommation plus durable, mais ce citoyen, c'est également un consommateur. Et il veut une consommation plus facile, plus rapide. Et ce paradoxe, il est également au sein des entreprises, puisque l'objectif, c'est la croissance, mais ce n'est pas la croissance à n'importe quel prix, c'est la croissance en respectant des valeurs éthiques et de RSE. La vraie solution, ce serait quand même d'arrêter de consommer. Alors, notre étude ne démontre pas qu'il faut arrêter de consommer. Je dirais consommer mieux. Mais ce n'est pas l'unique facteur, ces transformations. Il y a aussi d'autres facteurs importants sur la consommation. Par exemple, les crises géopolitiques que nous voyons depuis quelques mois, voire depuis quelques semaines, influent énormément sur les prix, sur l'inflation et donc sur la consommation. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a deux transformations majeures. La transformation d'une consommation durable et d'une consommation plus digitale, et qu'il y a un lien entre les deux, et c'est l'objet de notre étude. C'est ce que j'allais dire, vous faites référence à une étude. Dites-nous quelques mots sur cette étude. Quand est-ce que vous l'avez réalisée? Auprès de qui? Et quel était l'objectif à l'origine? Alors, cette étude, nous l'avons réalisée depuis 1 an. Donc, nous avons interrogé tous les acteurs du marché, et c'est une étude mondiale. Notre objectif, c'était de voir quelles étaient les tendances de consommation, quelles étaient les grandes tendances de transformation de la consommation, et est-ce qu'il y avait un lien entre ces tendances. Et ce qu'on voit, ce que démontre l'étude, c'est qu'il y a une vraie interaction entre ces deux transformations. Je vais prendre des exemples, je vais l'illustrer. Côté consommateur, on peut voir que la jeune génération qui est très connectée, elle est aussi également, elle prend en lien tout ce qui est valeur éthique. Et donc, par exemple, la génération Z est prête à payer un peu plus cher certains produits, même s'ils sont chers, s'ils ont des valeurs éthiques. Ça, c'est le premier point.
la deuxième illustration, c'est la réparabilité des produits. On voit bien que les plateformes de produits d'occasion, de seconde main, c'est celles qui ont eu la croissance la plus importante au cours des 18 derniers mois. Ce sont les plateformes que vous connaissez, Vinted, Black Market, Le Bon Coin. Ça, c'est côté consommateur. Côté entreprise, on voit bien que les dirigeants également, ils se donnent comme priorité absolue la transformation digitale et la transformation durable. Et que les enjeux de communication sur ces éléments sont un enjeu majeur pour les entreprises. Vous évoquiez les tensions récentes avec la guerre, les montées des prix d'énergie, les montées des prix des matières premières. Est-ce que cette tension financière peut contrebalancer ces enjeux que vous ces objectifs que vous décriviez? Alors, bien évidemment, le consommateur est roi. Donc c'est lui qui fixe la tendance de consommation. Si les produits sont plus chers, il y a forcément un peu moins de consommation. Je dirais que c'est aux entreprises de s'adapter, et le maître mot, c'est l'adaptation. Et c'est pour ça que l'interaction entre ces deux sujets, et la consommation digitale et la consommation durable, l'interaction entre les deux est un point clé et une initiative clé pour les entreprises. Très concrètement, quelles sont les pistes qui s'offrent aux entreprises aujourd'hui pour essayer de faire face à ce paradoxe? Alors, la piste que notre étude démontre, c'est la synchronisation entre ces deux transformations. Je vais prendre quelques exemples. Chez Danone, la technologie, elle a permis de réduire les émissions de carbone des usines. Chez L'Oréal, la technologie, elle a permis de travailler sur des emballages recyclés et des recharges pour les shampoings. Chez Hugo Boss, la technologie, elle permet d'avoir des prototypes en 3D et donc de diminuer les gammes d'essayage. Chez Nestlé ou Carrefour, ça permet également, cette technologie, d'avoir une traçabilité du produit, du producteur jusqu'au consommateur. C'est le cas du café, par exemple. Cette technologie, elle permet également d'avoir une bonne prédiction de vente et donc d'éviter les stocks invendus et donc la diminution des déchets. Et puis, également, cette technologie, elle permet aussi de reporter sur des éléments de durabilité. Et c'est un point important, puisque les régulateurs ont aussi une fonction sur ce sujet. Vous avez vu qu'en début d'année, l'Union européenne a publié une directive sur les normes et les indicateurs de durabilité. Les entreprises vont devoir s'y conformer. C'est un point très important. Il y a les consommateurs, il y a les régulateurs, mais il y a également les investisseurs. On voit bien, par exemple, que les banques, aujourd'hui, prêtent de l'argent, font des emprunts qui sont soumis à des critères RSE. Et si ces critères RSE ne sont pas respectés, les valeurs en bourse peuvent baisser. Ce que vous dites, c'est que c'est la technologie qui va à la fois permettre d'atteindre les objectifs et permettre de produire les chiffres qu'on doit donner sur ces objectifs et qu'on va devoir donner dans le cadre de la CSRD européenne à laquelle vous faisiez référence. La technologie, c'est la solution à tout dans cette équation? Ce n'est pas la solution à tout, bien évidemment. Il faut vraiment une volonté. Et dans notre étude, nous démontrons qu'il y a 10 étapes clés. Et je vais en détailler 5. 5 qui sont les majeures. De ce que doivent faire les entreprises pour arriver à résoudre cette équation. À cette équation. La première, c'est de définir une stratégie de transformation. C'est très important. On le voit chez Marks & Spencer ou chez Pernod Ricard, qui ont défini des stratégies qui alignent les risques et les opportunités liées à ces transformations. Il faut savoir où on va. Savoir où on va, définir une stratégie. Le deuxième point, c'est d'aligner l'ensemble des parties prenantes. On voit bien que souvent, les émissions de CO2, par exemple, des sous-traitants, sont plus importantes que les propres émissions de CO2 des entreprises. C'est le drame du scope 3. Il faut absolument faire travailler l'ensemble des acteurs. C'est le cas, par exemple, de L'Oréal, qui travaille avec ses fournisseurs d'emballage, mais également avec les sociétés de transport.
Le troisième point, c'est la collecte des données. C'est un point très important. Alors, il est sûrement facile de collecter les émissions de CO2 de ses propres usines, mais c'est plus difficile quand il s'agit de mesurer l'impact sur la biodiversité, sur les ressources naturelles ou même le respect des lois du travail. La quatrième partie, c'est les mesures de plan d'action. Et ça, c'est très important. On a parlé donc des directives autour de la durabilité. Ça va permettre de comparer les sociétés d'un même secteur sur les mesures de plan d'action mises en place pour atteindre l'ensemble de la stratégie du point 1. Puis je dirais que, pour finir, la cinquième partie, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire aligner en 3 éléments, aligner l'ensemble de l'organisation. Ce n'est pas uniquement un sujet de dirigeants, c'est aussi, il faut embarquer l'ensemble des employés. Il faut, le deuxième élément, aligner également l'ensemble des acteurs du marché, c'est-à-dire travailler avec les consommateurs, mais travailler également avec d'autres parties prenantes, les scientifiques, les ONG, les concurrents. Et puis le dernier élément, c'est rester en alerte. Et on voit bien, par exemple, que l'intelligence artificielle, elle peut avoir une vraie influence sur les modes de consommation. On comprend bien toutes ces étapes. Enfin, le chantier a l'air colossal quand même. Votre impression dans toutes les entreprises que vous êtes amené à rencontrer, à voir, on est au début du chemin, on est au milieu du chemin. Ça dépend des tailles d'entreprise, ça dépend des secteurs. Quelle est votre estimation de l'avancement des entreprises sur cette route? Alors, en effet, ça dépend de la taille des entreprises, ça dépend des secteurs d'activité, mais ce chemin, il a déjà débuté. Dire aujourd'hui qu'on en est à la moitié, je ne pense pas. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ce chemin, il a déjà débuté et la voie est déjà tracée pour grand nombre d'entreprises. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants à travers 2 exemples. Peut-être pour conclure, Francisco, s'il y a un message clé qu'on doit retenir de cette étude et de votre analyse des entreprises. Le message clé, c'est qu'il y a 2 transformations essentielles. Une consommation plus responsable, plus durable, une consommation plus technologique. Et c'est la synchronisation de ces 2 transformations qui va permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs, mais également les objectifs des clients consommateurs. C'est un paradoxe, mais ce n'est pas irréconciliable. Ce n'est pas du tout irréconciliable. Merci beaucoup, Francisco. Merci, Cécile. On se retrouve dans quelques instants, je le disais, avec 2 exemples d'entreprises. On va se demander comment l'innovation technologique peut aider le secteur de la consommation à accélérer sa transformation durable. À tout de suite. Je le disais, place aux exemples maintenant. J'ai la chance de recevoir Alexandra Cerizet. Bonjour Alexandra, vous êtes responsable de la stratégie et de l'innovation des services chez Sodexo. Bonjour Cécile. Bonjour. En face de vous, j'allais dire à vos côtés, mais en face de vous, Nathalie Wright. Nathalie, vous étiez jusqu'en septembre responsable digital, data et sustainability du groupe Rexel. Vous occupez aussi des fonctions dans pas mal d'autres groupes. Donc, on ira piocher peut-être dans différents de ces exemples. Pour poser un peu notre débat, on va parler de la façon dont vous mettez en place vraiment très concrètement des innovations technologiques. Peut-être quels sont les grands enjeux dans ces groupes aujourd'hui? Alors, commençons avec Sodexo, Alexandra. C'est quoi les enjeux du groupe aujourd'hui? Alors, Sodexo, déjà, pour planter le décor, c'est une société importante, plus de 430 000 employés,
Nous servons 80 millions de consommateurs dans le monde. Spécialistes des cantines, de la restauration, de luxe, pas luxe, enfin il y a plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux et tout type d'environnement. C'est vraiment ce que j'appelle un thermomètre sociétal, puisque nous travaillons dans le domaine de l'éducation, les écoles, les universités, le domaine de l'entreprise, bien entendu, donc l'adulte au travail, le domaine de l'hospitalisation, et puis tout aussi le domaine des loisirs. Donc vraiment, nous avons un éventail de consommateurs et de consommation large, et cela dans 45 pays. Avec un enjeu stratégique qui est clé et qui est très fort actuellement, de passer d'un modèle B2B à un modèle B2C for B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, le consommateur est moins captif sur le site par rapport à l'activité qu'il mène. Nous sommes dans une hybridation du travail ou bien des différentes activités, et une montée de l'individualisation et de la demande de flexibilisation du consommateur. Donc le consommateur choisit, il est acteur. Dans une société de B2B, comment toucher le consommateur ? Via de la technologie, via du digital. Et effectivement, comme Francisco le disait, il y a des enjeux environnementaux qui touchent aussi bien les consommateurs, mais aussi nos clients. Et comme nous sommes dans une relation un petit peu triptyque avec des clients et des consommateurs... C'est l'entreprise, l'hôpital, l'école. Exactement. Et le consommateur, ce sont les gens qui finalement vont quand même être en contact direct avec vos produits. Enfin, qui vont manger. Voilà. Et donc, on doit travailler sur ces deux niveaux avec des engagements de nos clients de plus en plus forts en matière environnementale, de réduction de leurs émissions carbone. Et nous sommes un partenaire clé de nos clients, tout en servant le mieux possible nos consommateurs. Bon, on reviendra sur les solutions pratiques. Je me tourne vers vous, Nathalie. Alors peut-être commençons avec Rexel, si voilà, c'est suffisamment récent pour que vous puissiez nous raconter. C'était quoi les... Alors peut-être un mot sur le groupe Rexel. Je pense qu'on utilise aussi tous un peu Rexel, mais peut-être en le sachant moins que Sodexo. Un mot sur Rexel et les enjeux clés du groupe. Alors, Rexel d'abord, donc c'est une belle entreprise française qui pèse à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires, un petit peu moins de 20 milliards, près de 30 000 personnes dans le monde, 21 pays, qui distribue du matériel électrique. Donc nos clients sont des électriciens, des entreprises qui utilisent du matériel électrique, donc une entreprise qui est au cœur de la transition énergétique. Donc un peu au cœur du sujet. Et pour revenir à votre question sur les enjeux, qui peuvent s'appliquer à Rexel, mais aussi à beaucoup d'entreprises. En fait, il y en a trois pour moi qui sont les plus importants et que Francisco a un peu évoqué. Le premier, c'est la donnée. On a beaucoup parlé de données, c'est le mot qui revient très souvent. Et évidemment, quand on est distributeur, on est entre le fournisseur et le client. On a toujours utilisé beaucoup de données. On a un nombre extrêmement important de références pour fournir des informations techniques à nos clients pour qu'ils choisissent les bons produits. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il faut effectivement avoir ces informations techniques, mais également les informations qui vont permettre de qualifier ces produits sur leur empreinte environnementale, sur l'impact sur la transition énergétique, sur les 6 étapes du cycle de vie d'un produit. Donc c'est relativement complexe. C'est une explosion des informations. On avait un peu d'informations, on va les multiplier par 10. Là, on la multiplie et elle est très complexe et relativement sophistiquée. Vous imaginez comment le produit est conçu, comment il est transporté, et jusqu'à est-ce qu'il est recyclable ou pas recyclable. On voit ça dans certains magasins, maintenant, le taux de recyclabilité. Donc, avoir la donnée qui permet de donner cette information avec une donnée qui n'est pas du greenwashing, mais qui est une donnée à laquelle on peut faire confiance et avérer, c'est un vrai enjeu. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est, je pense, à la fois un enjeu, mais aussi une opportunité. Beaucoup d'entreprises ont travaillé sur leur transformation digitale, développer des plateformes d'e-commerce, ça s'est énormément développé pendant la période Covid. Donc c'est une opportunité pour pouvoir fournir l'information de façon massive à un très grand nombre de partenaires, que ce soit nos clients, nos fournisseurs et les clients de nos clients. Donc ça, c'est un deuxième enjeu, et capitaliser au maximum sur ces investissements qui ont déjà été relativement développés par beaucoup d'entreprises. Et le troisième enjeu, qui peut être vu comme une contrainte, mais qui peut être vu comme une incitation, c'est la réglementation. Enfin, la CSRD qui va s'imposer à un nombre d'entreprises très important, là on revient à la donnée. En fait, il va falloir là aussi être capable de sortir les reporting sur ces données extra-financières et de pouvoir en faire un usage vertueux en comprenant de façon pertinente comment cela impacte le modèle d'affaires et comment, de ce point de vue, on va adresser
les risques évidemment auxquels l'entreprise peut être confrontée, mais aussi les opportunités que ça peut générer. Comme vous le disiez, ça concerne absolument tout le monde. La CSRD, elle arrive demain. Et il faut se préparer maintenant, et d'ailleurs beaucoup d'entreprises s'y mettent, parce qu'il va falloir sortir le reporting début 2025, donc autant s'y mettre dès maintenant. C'est assez court. On parlait des solutions apportées par la tech. Alors vous avez déjà évoqué cette mise en contact directement avec les consommateurs. Très concrètement, voilà, quelles sont les réponses? Est-ce que la tech est vraiment une réponse? Et est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur la façon dont on peut mettre en place des solutions? Alors oui, bien entendu, je vais rebondir d'abord sur le dernier sujet que Nathalie vient d'évoquer. Du reporting. Le sujet du reporting. Nous sommes avant tout une société de B2B. Nos clients prennent des engagements. Il faut qu'on puisse créer le partenariat, mesurer l'engagement, mesurer nos efforts. Nous sommes, Sodexo, le scope 3 de nos clients. Donc tous les engagements qu'ils prennent en matière de réduction des émissions carbone, nous avons un rôle à jouer. Vous y participez? Nous y participons. Et notamment via des sujets, enfin sur notre chaîne alimentaire, nous sommes une société de services, donc nous sommes intégrés dans un écosystème, et l'ensemble de notre impact environnemental commence au niveau de l'approvisionnement. Il y a la production, il y a la consommation, il y a des éléments de gaspillage alimentaire en amont et en aval, et tout ça doit pouvoir se mesurer pour pouvoir être reporté. Et j'ai envie de dire, on prend nous-mêmes des engagements de réduction de notre, par exemple, gaspillage alimentaire. On a des objectifs relativement importants de réduction de l'ordre de 50% à horizon 2025 du gaspillage alimentaire, puisque c'est un élément fort en matière d'émissions carbone. Ça représente, avant toutes ces démarches, ça représentait quoi dans votre secteur, le gaspillage alimentaire? On a des chiffres un peu globaux. Dans la filière agroalimentaire globale, de ce qu'on appelle de la ferme à la fourchette, les émissions carbone représentent un tiers des émissions, donc les émissions carbone de cette filière agroalimentaire représentent un tiers des émissions carbone globales. Donc c'est énorme, et il y a vraiment un devoir citoyen, un enjeu très fort de réduction de ce gaspillage alimentaire, aussi bien en amont qu'en aval. Il faut savoir aussi qu'à peu près un tiers de la production alimentaire est jetée, n'est pas consommée. Donc c'est un enjeu pour nous qui est fondamental. Et pour progresser, il faut pouvoir mesurer. Et cette mesure, elle se fait sur de la technologie, la donnée effectivement, et puis après de l'automatisation, de la prédiction. Un des gros sujets sur lesquels nous travaillons, c'est d'avoir des éléments beaucoup plus prédictifs d'affluence, du nombre de personnes qui vont venir sur les différents sites pour pouvoir produire et s'approvisionner, j'ai envie de dire, au juste volume. Et donc il y a tout ce travail-là qui doit être fait en amont et qui évidemment repose sur de l'analyse et des outils qui nous permettent de traiter la donnée pour donner de l'intelligence et des éléments très opérationnels, puisque nous sommes un métier très opérationnel. Ce que j'allais dire, ça va être fait au niveau de chaque restaurant. Enfin, quand je dis restaurant, c'est cantine, enfin, de chaque site. Chaque site peut arriver à utiliser de l'intelligence artificielle pour savoir si demain, il y a 25 élèves ou 250. Oui. Alors, avec évidemment des algorithmes qui sont créés en centrale, qui sont testés en centrale, avec un certain nombre de critères, mais après qui, oui, peuvent s'appliquer sur l'ensemble de nos sites. Alors, j'anticipe peut-être, on n'a pas encore, on est au début du chemin de cette transformation. C'est ce que j'allais vous demander, voilà. C'est un chantier qui paraît très complexe. Je pense que d'après ce qu'on imagine, c'est que la donne a complètement changé depuis le Covid, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en effet, le rapport à la restauration collective est beaucoup plus aléatoire qu'avant. Oui, mais le Covid a accéléré des tendances qui étaient préexistantes. Une très forte accélération, ça c'est réel, mais ces tendances-là, elles existaient. J'ai envie de dire, on a gagné, il faut voir aussi ça comme une opportunité, on a gagné 10 ans et ça nous pousse à se transformer
beaucoup plus rapidement et à prendre en compte ces éléments de technologie. Ce sont aussi la technologie, ce sont des cycles qui sont extrêmement rapides. Il y a 2 ans, on ne parlait pas d'intelligence artificielle générative. D'intelligence artificielle, oui, mais pas générative. Là, on en parle beaucoup plus. Ce sont des phénomènes qui s'accélèrent et grâce auxquels on peut être beaucoup plus puissant dans nos éléments de prédiction. Peut-être en miroir, on reviendra sur d'autres exemples, mais un exemple chez Rexel du même ordre, vous aussi, vous avez travaillé. L'application des capacités que permettent d'atteindre, enfin, ce que permet de faire l'intelligence artificielle, un des enjeux que j'évoquais, qui était de fournir de l'information à nos clients sur les produits et pouvoir promouvoir de façon plus efficace des produits qui étaient plus vertueux du point de vue de l'efficacité énergétique, à la fois pour les produits eux-mêmes et puis pour l'impact qu'ils ont quand ils sont installés. Et donc, évidemment, sur 1 million de références, c'est très compliqué. Et beaucoup de fournisseurs, alors peut-être que certains très gros peuvent nous fournir de la donnée, mais il y a aussi beaucoup de petits fournisseurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des enjeux va être d'embarquer la grande masse des entreprises. On pense souvent, les exemples qu'on donne, c'est les grands groupes, les groupes du CAC 40, etc. Mais il y a toute une chaîne de petits fournisseurs qu'il faut accompagner dans ce processus. Et donc, avec des outils d'intelligence artificielle, à partir de données d'un certain nombre de produits, il a été capable, les équipes ont été capables de projeter l'impact CO2 d'un nombre très très important de produits, de façon à pouvoir fournir une offre qui soit l'offre la plus pertinente à nos clients en appliquant ces règles algorithmiques à l'ensemble des produits. En tant que distributeur, vous êtes capable de fournir une information sur les produits que vous distribuez que même vos fournisseurs n'ont pas forcément, grâce à ces algorithmes. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est vraiment la puissance de ces outils d'intelligence artificielle qui nous permettent de le faire. Et je parlais tout au début d'une information dans laquelle on puisse avoir confiance. Et donc ça demande beaucoup de rigueur. Parce qu'on voit aujourd'hui foisonner des labels de toutes sortes, mais essayer, et encore une fois, c'est un chemin. Là, aujourd'hui, l'offre a été lancée dans un très grand nombre de pays, donc c'est concret, c'est mis en œuvre. En revanche, ça demande de toujours y travailler, améliorer, et puis la puissance de l'intelligence artificielle, c'est que les données arrivant permettent d'enrichir, et les technologies évoluant vont permettre encore d'améliorer tout cela dans les années à venir. Vos exemples sont tous les deux appuyés sur l'intelligence artificielle. C'est la principale piste, ou il y a d'autres pistes dans les exemples que vous pourriez me donner qui permettent de voir quels sont les différents domaines, hein. Alors, il y a l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, c'est la couche de plus. C'est ce qui est le plus visible, c'est ce qui permet d'être plus prédictif. Et évidemment, comme nous sommes, je le disais, un maillon de la chaîne, on doit essayer d'anticiper sur nos achats, puisque ça représente la majeure partie de notre émission carbone. Enfin, une des parties principales. Maintenant, la technologie nous aide sur un certain nombre d'autres éléments, notamment en matière de robotisation. Là aussi, il y a des progrès énormes qui sont en train d'être faits. La robotisation et aussi l'utilisation de l'énergie, une utilisation de l'énergie beaucoup plus soutenable. C'est en matière de restauration un autre grand facteur d'émissions carbone. Et donc travailler avec nos clients sur une optimisation énergétique dans leur cuisine, c'est aussi un des éléments absolument clés. Nous avons des activités de facility management, donc ça nous permet là aussi d'essayer d'être vertueux pour nous-mêmes et pour nos clients. Donc il y a une partie technologique, j'ai envie de dire, dure, et il y a pour la partie consommation, la partie prédictive liée à la donnée. Vous parliez des achats à l'instant. Est-ce que ça peut vous aider aussi à bien choisir les produits que vous allez acheter? Alors absolument, nous avons, et c'est lié à la prédiction du nombre de personnes qui vont venir sur site. On a travaillé sur des éléments qui nous permettent aussi d'identifier nos différents fournisseurs et de pouvoir choisir nos différents achats
avec un produit qu'on appelle Product Swap, la possibilité de prendre un fournisseur plutôt qu'un autre en fonction d'un certain nombre de critères. Et parmi ces différents critères vertueux, on peut avoir des éléments du type le nombre de références, le volume. Donc, est-ce qu'on achète 50 kg de pommes ou 5 kg de pommes? Elles viennent de tel endroit ou de tel endroit. Donc, on peut aussi avoir la notion d'empreinte carbone de nos fournisseurs qui est prise en compte pour pouvoir créer des menus de plus en plus vertueux d'un point de vue émission carbone. On a un engagement dans les prochaines années, à horizon, je ne vais pas dire exactement l'horizon, prochain, voilà, d'avoir 70% de nos menus qui ont une empreinte carbone réduite, à moins de 1 kg d'émissions carbone par plat. Donc, évidemment, ça repose sur le choix de nos fournisseurs et le choix de la capacité à produire avec une énergie faible émission. Chez Rexel aussi, il y a un contact direct avec le consommateur, hein, par définition, enfin, votre client final. Est-ce que là, il y a aussi la volonté de lui proposer des éléments de choix sur le terrain écologique? Alors, en fait, le vrai sujet, là, c'est le passage à l'échelle, en fait. C'est le passage à l'échelle. Et pour cela, il faut fournir une information qui soit consommable, qui soit utilisable et qui permette effectivement de faire des choix. Donc, je parlais tout à l'heure de la possibilité d'utiliser ces plateformes d'e-commerce de façon pertinente, mais c'est vrai aussi quand on a affaire à un conseiller qui va être dans une agence, qui va dire vous pouvez choisir ça, ça sera préférable à cela pour atteindre faire une même installation, etc. La fameuse 50 nuances de vert qu'on souhaite tous comprendre. Donc effectivement, ça passe donc pour la mise à l'échelle, ça passe par la formation des collaborateurs. L'enjeu de formation est très important. Ça passe évidemment, grâce à ces plateformes technologiques, par la possibilité de pouvoir faire des choix. Voilà, par exemple, on appuie sur un bouton et face à un panier que l'on avait sélectionné avec X produits, c'est le sujet du swap, d'appuyer sur un bouton et de dire, voilà, si pour faire la même installation, vous choisissez de réduire votre empreinte carbone, voilà les options qui vous sont proposées. On peut avoir un score qui sort sur notre panier. Exactement, en fait. Un score sur le panier, un score aussi qui peut comparer la façon, parce que on parle évidemment des produits, mais c'est aussi les conditions de transport, c'est les conditions de commande. Est-ce qu'on regroupe ces commandes? Est-ce que c'est ça, il y a le produit, mais si on le veut dans 2 heures... Voilà, et c'est exactement. Et là, aujourd'hui, il y a un paradoxe, hein, parce que par rapport à ce que disait Francisco, c'est ce paradoxe de dire je veux tout de suite et je veux que ce soit livré en bas de chez moi, mais en même temps, je voudrais bien que ça réduise mon empreinte CO2. Il y a un moment, il faut faire des choix, mais il faut faire des choix éclairés. Et pour éclairer ces choix, il faut effectivement, pourquoi pas, dire à telle personne ou à tel client BIN, dire voilà, par rapport à tes pairs, des entreprises comparables, finalement, tu es plutôt au-dessus de la courbe ou en dessous de la courbe. Ça peut d'une certaine façon, ça doit contribuer à éclairer les décisions, et ça passe par beaucoup de pédagogie, de formation et de pédagogie. Ça me fait penser à un exemple jusqu'au bout de la chaîne. Vous allez rire, c'est comme je veux faire les choses très bien. On me racontait que quelqu'un qui voulait faire les choses très bien bricolait le dimanche après-midi pour réparer des choses, mais comme il lui manquait 3 clous, il les fait venir comme ça. Voilà, donc on peut facilement basculer d'un côté à l'autre. Il faut vraiment réfléchir sur l'ensemble du processus. Tous ces projets que vous détaillez, qui sont plus ou moins avancés, vous ne l'avez pas caché, ont l'air, comment dire, très, très clair, très limpide, très simple. Alors, est-ce que c'est aussi facile que ça? Et concrètement, quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on essaye de concilier ces différents objectifs au moyen de la tech? Alors, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que c'est une remise en question de l'ensemble de nos processus. Toutes les méthodes de travail doivent être repensées. Avec cette dimension d'intelligence, ça a un impact sur nos processus opérationnels et sur les outils sous-jacents. Et donc, on a un vrai sujet de formation de l'ensemble des parties prenantes.
l'entreprise et le corps social de l'entreprise, les consommateurs, les fournisseurs, les clients. Nous sommes tous dans un écosystème où on se tient par la main. Et donc l'ensemble des manières de travailler, et tu parlais de la mise à l'échelle, hein, la mise à l'échelle, c'est évidemment l'enjeu qui est très important, mais qui nécessite de modifier les habitudes de travail, la culture de l'entreprise. On n'est plus tout seul, on est au sein d'une équipe où on va avoir un certain nombre de personnes qui ont des compétences et des expertises différentes, et on va travailler de manière différente. On est un électron dans une chaîne. On dépend de la manière, et on doit faire confiance à la manière dont les achats vont être faits. On doit faire confiance dans la manière dont on va communiquer avec nos consommateurs finaux, pour faire par exemple des portions plus réduites, pour limiter le gaspillage alimentaire en ce qui nous concerne, après l'assiette. Hein. Bien sûr. Et donc, typiquement, là, cette société d'abondance dans laquelle on vit, comment travailler, comment éduquer nos consommateurs pour pouvoir consommer différemment. Donc, l'ensemble des sujets culturels sont absolument clés dans l'ensemble des parties prenantes. Donc on est là encore, ce sont les difficultés qu'on rencontre et qu'on n'a pas fini de traiter, j'ai envie de dire. Les difficultés pour vous, Nathalie? Moi, je compléterais, parce qu'effectivement, il y a l'adoption, il y a travailler sur les premières, deuxièmes lignes de management qui ont jusqu'à maintenant fait un très bon travail pour diriger leurs équipes d'une certaine façon et qui doivent maintenant intégrer ces nouveaux paramètres. Cette transversalité. Et c'est pas parce qu'on a une raison d'être tout en haut et que d'un seul coup tout le monde va se dire ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et je change ma façon de travailler au quotidien. Et puis le deuxième enjeu va être vraiment de travailler différemment avec nos concurrents, avec nos clients, nos fournisseurs, et vraiment travailler. Et je dirais aussi chacun le scope 3 de quelqu'un d'autre. Exactement. Et la solution, elle n'est pas à la borne de l'entreprise. La solution, elle va beaucoup plus loin que ça, et ça suppose de travailler vraiment autrement. Et là, si je mets en regard de ça mon expérience à la fois exécutive, mais aussi dans des conseils d'administration, ça pose aussi la question de ce travail entre un comité exécutif qui va être sur du court terme, parce qu'il faut continuer à produire les résultats attendus, etc. Et puis un conseil d'administration qui va aussi devoir évidemment s'assurer que tout est mis en place pour délivrer les résultats, mais aussi travailler sur un temps long parce qu'on s'engage sur un processus dont la solution ne va pas arriver dans les 2 ans qui viennent, mais qui va remettre fondamentalement en cause des modèles d'affaires. Et donc cette transformation de la façon dont on appréhende ces enjeux est un vrai challenge, est objectivement un vrai challenge et qui va nécessiter de mobiliser toutes les parties prenantes. La bonne nouvelle, c'est que les collaborateurs poussent. Donc ça, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des résistances, des réticences, je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté, à la fois à ces évolutions du modèle d'affaires et aux solutions un peu technologiques? On a longtemps parlé des difficultés du change management nécessaire sur la techno. Aujourd'hui, est-ce que ces 2 tendances sont bien acceptées et à tous les niveaux? Alors, c'est très intéressant. On pourrait penser, et c'est une réalité, une société comme Sodexo est très opérationnelle. On pourrait dire qu'il y a un hiatus énorme par rapport à une adoption technologique. J'ai envie de dire, il n'y a pas de résistance là où on pense qu'elle pourrait être. Notre première ligne, qui est au contact avec le terrain, qui est au contact avec les consommateurs, n'a pas cette résistance, beaucoup moins cette résistance à la technologie, parce que de toute manière, on parle d'un usage de la technologie. Ce qui va être important, c'est l'expérience qu'ils ont au terrain, au plus proche du terrain. Et la technologie permet d'intégrer un certain nombre de dimensions et donc de faciliter leur quotidien pour être au service des consommateurs, beaucoup plus en lien avec le consommateur final qui lui-même a un besoin d'interaction technologique. Donc ce n'est pas là qu'il va y avoir le plus de résistance par rapport à la technologie. La difficulté, elle est sur tout le sujet d'adoption intermédiaire pour pouvoir
travailler sur les différentes manières, les différentes formations et les différentes manières d'utiliser ces outils pour pouvoir justement maximiser la facilité d'usage. Et donc, c'est une première ligne, j'ai envie de dire, de difficulté à adresser, c'est plutôt le sujet de la formation. Le deuxième volet de difficulté, c'est la transversalité. On est aujourd'hui au XXIe siècle, dans un siècle où il y a... on est passé de généralistes à des entreprises où on a des multi-experts qui doivent travailler ensemble. On ne peut plus être l'expert de tout. Et donc, comment on travaille en mode agile, et donc c'est un changement de mentalité et même d'organisation. Le matriciel, j'ai envie de dire, c'est daté. On doit être beaucoup plus dans un travail en mode projet, sur des objectifs et avec une dimension d'impact. C'est quelque chose sur lequel on travaille et c'est une difficulté. Comment mesurer notre impact auprès de nos communautés, mais aussi auprès de nos collaborateurs? Nathalie, vous évoquiez tout à l'heure le passage à l'échelle. Alors j'ai envie de croiser ces deux éléments, le passage à l'échelle et la tech. Est-ce que ça va permettre cet écosystème? Enfin, je ne suis pas claire. Est-ce que la tech va permettre de travailler en écosystème et qu'on n'a pas de problème de passage à l'échelle? Alors, je pense qu'on a un problème de passage à l'échelle qui est lié au mode de fonctionnement, parce qu'on parlait de cette transversalité qui est une réalité au sein de l'entreprise, et puis il y a la transversalité d'une chaîne de valeur dans un business donné. La technologie est une partie de la solution. En fait, aujourd'hui, elle existe alors que ce soit blockchain, API, connexion de tel et tel système, etc., ou partage de la donnée dans des conditions de sécurité, de confiance, enfin, tout ça, ça existe. C'est possible. Maintenant, il faut que les gens se mettent autour de la table et travaillent de la bonne façon pour pouvoir en faire quelque chose de vertueux. Et là, on n'a pas ces habitudes de travail, et donc il faut faire confiance à l'autre, il faut faire confiance à la donnée, ce qui n'est pas forcément une évidence comme ça a priori. Les données sont totalement fiables. Et donc ça repose vraiment sur des processus qui doivent évoluer et des règles du jeu qui doivent être un peu redéfinies entre les différents acteurs de cet enjeu qui apporte un supplément de challenge, mais aussi de valeur. Si vous aviez un conseil à donner aux entreprises ou à votre entreprise, je ne sais pas, le point sur lequel il faut travailler en ce moment? Je pense qu'il faut choisir quelques solutions et quelques sujets qui puissent être compris du haut en bas de l'organisation et qui puissent être lisibles de l'ensemble des parties prenantes, et en faire des solutions qui se déploient. Oui, parce que là, peut-être que vous décrivez au début, c'est très POC. On sait faire des proof of concept, voilà, mais le problème, c'est le déploiement. Se dire, voilà, il y a un sujet, Alexandre en a cité quelques-uns, et qui soient les marqueurs de cette transformation, que les gens voient des choses avancer, des choses se réaliser, des choses dont ils peuvent parler, sur lesquelles ils pensent qu'ils ont une vraie contribution, que les parties prenantes amont-aval comprennent bien, et le faire à l'échelle. Je pense que vouloir embrasser la complexité de tout ce dont on a parlé de façon très théorique et faire tout en même temps, ça va être compliqué. Et puis s'assurer qu'on embarque aussi nos financiers, les gens qui vont être à l'aise, parce qu'aujourd'hui, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui est quand même un peu difficile, qui est combien ça coûte. Et quand est-ce que ça rapporte? Parce qu'il y a quand même ce sujet-là qui reste difficile à appréhender, dont ma recommandation, c'est de se dire, bon, ok, on prend quelques sujets qui puissent être compris de tous et dont on a la conviction qu'ils peuvent apporter de la valeur. Il faut bien les choisir et y aller à fond. Votre recommandation, Alexandra? Travailler sur la culture d'entreprise. C'est un obstacle qui est énorme parce qu'on touche à l'humain. Sodexo, c'est vraiment une société qui repose sur de l'humain, aussi bien sur le nombre de collaborateurs qu'on a, mais aussi par définition notre interaction avec les consommateurs. Et donc travailler sur l'humain, travailler sur la culture, c'est absolument clé pour générer l'acceptation. Parce que, évidemment, il y a des sujets beaucoup plus infrastructures. Je vais prendre un exemple. On a une fragmentation de nos systèmes. Nous sommes dans 45 pays. On a des systèmes pour les achats, on a des systèmes pour la finance, on a des systèmes pour les opérations. Donc,
comment tous ces systèmes se parlent pour créer la transversalité et justement chaîner le circuit de la donnée. C'est un enjeu, ça c'est un enjeu technologique, mais qui repose sur la capacité des équipes à travailler ensemble, à travailler pour un but commun, quelle que soit, j'ai envie de dire, leur appartenance fonctionnelle. La volonté de chacun d'évoluer. On arrive presque au terme de cet échange. S'il y a une chose à retenir, un point qui vous paraît vraiment majeur, qu'est-ce que vous diriez ? Alors pour Sodexo, le rôle citoyen. Hein, j'expliquais tout à l'heure, on a la filière agroalimentaire représente 1/3 des émissions carbone, 1/3 de la nourriture produite est gaspillée, que ce soit en amont au niveau de la production, du transport, ou bien en aval, ce qu'on appelle le gaspillage au niveau de l'assiette. Donc et à côté de ça, il y a 2,3 milliards de personnes dans le monde qui souffrent de malnutrition ou de sous-nutrition. Donc on a des enjeux qui sont, j'ai envie de dire, une citoyenneté d'entreprise qui sont très forts sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et la donnée qui nous permet de mesurer l'impact environnemental qui touche les personnes, les individus, leur santé, mais aussi la planète, ce sont vraiment des sujets sur lesquels nous avons un rôle à jouer. Nathalie, un mot de conclusion. Alors, moi là, si je regarde, si je prends le sujet, à la fois Rexel, mais aussi des entreprises dans lesquelles je travaille sous une forme différente, je pense qu'il faut que ce sujet soit vraiment au cœur des discussions qui ont lieu dans les COMEX, dans les conseils d'administration, et que ce soit et qu'on n'oublie pas ce sujet, que ce soit pas un petit sujet que l'on traite et qui vient en plus du reste, mais que ça devienne vraiment un sujet qui est vraiment au cœur de la stratégie des entreprises et qui est regardé avec l'attention nécessaire. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux pour tous ces exemples très, très concrets. Nous allons maintenant passer à la dernière séquence de notre conférence digitale avec un dialogue entre un spécialiste de la tech et un spécialiste des enjeux ESG dans quelques instants. Je le disais, nous nous retrouvons pour un regard croisé. Nous allons nous demander quelles pistes d'avenir la tech dessine au regard des défis ESG. Alors, je le disais, regard croisé, on a dans le rôle du spécialiste tech Laurent Inard, associé chez Mazars. Bonjour Laurent. Dans le rôle du spécialiste ESG durabilité, Maximilien Rouer. Bonjour Maximilien, vous êtes associé Sustainability Services chez Mazars. On va voir qu'en fait, vos points de vue sont très complémentaires, je trouve. Alors, une réaction peut-être tout d'abord sur les échanges, l'échange auquel vous venez d'assister. Moi, je suis plutôt ravi parce qu'on a eu deux intervenants qui représentaient finalement des filières très différentes. L'une d'entre elles, dans l'alimentaire, c'est vraiment excellent qu'on ait pu avoir accès à cette filière-là dans le cadre de ce qu'on appelle la consommation. Parce que l'alimentaire, c'est quand même du périssable, c'est des biens très particuliers. Et finalement, l'un des objectifs qui sont les invendus, là, on est carrément sur le gaspillage.
et ça a été rappelé maintes fois, on a vraiment beaucoup de sujets à l'adresser sur ce sujet-là. Et de l'autre côté, le B2B, B2C, et je dirais, là, on est plus en appel à la data, enfin on y reviendra après sans doute, mais on est vraiment sur ce sujet qui est est-ce que j'ai accès à toute la donnée? On a un rôle, alors je sors un peu du cadre Excel, mais il y a un rôle entre la grande distribution et puis les industriels, et sur la capacité à être dans un partage de la donnée qui permet d'optimiser les choses. Maximilien, on était déjà au cœur des enjeux, là. Hein. On est au cœur des enjeux. Moi, j'ai envie de dire qu'on vit une époque formidable, au sens, on n'a plus trop de questions à se poser sur le sens de nos vies. Si on écoute la science, on est quand même à un point de basculement, hein, les limites planétaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet ici, mais on est dans une situation très critique sur laquelle il faut réagir dans les toutes prochaines années, qui pose la question de la tech pourquoi, en fait. La tech pourquoi? Et une fois qu'on a dit ça, on a quelque part un aiguillage. Est-ce que la tech, c'est pour plus vendre? Est-ce que la tech, c'est pour créer plus de valeur? Et j'aimerais qu'on soit un peu précis, en fait, dans la réponse. Les limites planétaires, encore une fois, nous invitent à considérer que plus de volume, c'est plus possible. Et donc, il faut résolument utiliser et orienter la tech vers la deuxième partie, qui est la tech pour plus de valeur. Avec quelle définition du mot valeur? Avec quelle définition du mot valeur, évidemment. Mais on voit bien que si c'est la tech pour croître plus, pour faire plus de volume, en fait, soit on ne sait pas dans quel monde on vit aujourd'hui, ce qui pose un petit sujet de gouvernance, soit, dans ce cas-là, on ne s'oriente pas bien. Donc, le sujet aujourd'hui, pour moi, c'est clairement de poser correctement les termes du débat. La tech, telle qu'elle a été présentée, c'est une occasion inespérée d'apporter des réponses systémiques aux enjeux. Si et seulement si celle-ci est bien orientée vers non plus la croissance en volume, mais la croissance en valeur. On a vu plusieurs exemples vraiment très concrets de solutions tech. Et j'avais posé la question à Francisco tout à l'heure. Est-ce qu'on est au début du chemin? Ces solutions qui ont été exposées, il y en a déjà qui sont clairement au cœur de l'intelligence artificielle, enfin qui reposent sur l'intelligence artificielle, mais vous qui avez peut-être plus de connaissance du futur, parlez-nous un peu de ce futur qu'on peut imaginer. C'est quoi les solutions qui vont aujourd'hui s'ouvrir aux entreprises? Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle, on en parle, mais en fait on n'est qu'à, 20% du chemin. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Il y a certains exemples qui ont été effectivement donnés. J'en donnais quelques autres pour mettre en perspective tout ça. Mais par exemple, on a pu travailler, nous, sur la prédiction des niveaux et des crues du Rhin, ce qui semble un peu bizarre, mais en fait, c'est très important pour les chaînes d'approvisionnement et la capacité à anticiper toute la partie fret fluvial. Donc ça, évidemment, c'est un mode de transport très vertueux, et donc dès qu'on peut l'utiliser, voilà, donc là, on a besoin d'intelligence artificielle pour encore faut-il que les Rhin soient navigables. Exactement, voilà. Donc c'est l'objet, c'est pour l'anticiper, pour pouvoir mettre en perspective, mettre en marche ensuite toute la chaîne d'appro. D'autres sujets, puisqu'on parle de tout le cycle de vie, hein, en fait, en développement, on a pu travailler sur les piles à hydrogène, sur la question de comment est-ce qu'on peut numériser en fait les bancs de test, qui aujourd'hui sont des bancs de test destructifs, qui coûtent cher, qui durent longtemps. Donc avec des IA génératives, on en a parlé tout à l'heure, on peut générer et faire de la simulation numérique en générant des scénarios physiques. Et là, on a en plus un gain en go-to-market, c'est quand même, entre autres, une énergie du futur non carbonée. Donc c'est intéressant qu'elle soit plus rapidement... Pour le jumeau numérique, là où j'ai pas tout compris. C'est pas tout ouais, alors ça peut être ça, mais en fait, on va générer des scénarios physiques. Donc c'est de la génération de plein de scénarios de conditions physiques. Donc c'est vraiment une simulation, plus que vraiment chercher un jumeau. Alors, après, je dirais, l'IA, pourquoi c'est pas terminé? C'est parce que des petites applications comme ça, il y en a plein partout, possible encore. Et puis on a besoin d'une orchestration. En fait, à un moment donné, là on va vraiment gagner quelque chose, c'est quand on va être capable d'orchestrer toutes ces petites IA à droite à gauche, parce que ce qui manque, il y a encore beaucoup de friction entre ces applications. Ces frictions, elles génèrent en réalité de l'empreinte carbone, et autres, hein, mais je veux dire, c'est de la déperdition. Et aujourd'hui, là aussi dans la mouvance de l'IA générative, on a en fait ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on appelle ça des agents. On a des IA désormais
qui vont pouvoir orchestrer des agents qui sont eux-mêmes soit des programmes, soit d'autres IA. Et donc là, on commence à rentrer dans une nouvelle ère dans laquelle on va pouvoir monter d'un niveau et avoir des IA qui gèrent d'autres IA. Et là, commencer à créer des ponts entre les appros, les ventes, le recyclage, etc. Et casser tous ces silos. Donc exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver puisque les agents commencent à percer les frameworks, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'IA. Après, on a un autre sujet, on en a parlé un tout petit peu, on parlait de la blockchain, et c'est la traçabilité. Alors, il y a eu des expériences, Maximilien le sait mieux que moi, mais il y a quelques années, 3-4 ans, peut-être un petit peu plus, je ne sais plus, de traçabilité des produits, de bout en bout, via des mécanismes comme la blockchain qui permettent évidemment de rendre infalsifiable, vous savez, le registre de tout ce qu'on y porte. Et on disait aussi que la blockchain, ça consommait énormément d'énergie, c'était des circuits très lourds. Alors, ça, c'est plus d'actualité ? Ça reste toujours d'actualité, mais c'est comme l'IA. L'IA, elle peut générer du bien, mais elle-même, elle consomme. Donc il y a toujours un équilibre à trouver. Et puis, on a toujours du progrès. Et aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des large language models, type GPT. On a des IA à 70 milliards de paramètres. Un mois plus tard, il y en a qui sortent à 7 milliards, donc 10 fois moins, et qui sont à peu près aussi performantes. Donc la courbe d'expérience et d'apprentissage est très encourageante. Sur la blockchain, il y avait avant une proof of work qui consommait énormément. On est passé dans une proof of stake qui consomme 100 fois moins. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, mais voilà, il y a vraiment des gains quand même là-dessus. Et puis surtout, on économise tout un tas de tiers de confiance par ailleurs, qui eux-mêmes consommeraient. Donc il y a vraiment un équilibre aussi à trouver là-dedans. Toujours est-il que cette blockchain, aujourd'hui, elle nécessite, et ça a été dit tout à l'heure, donc c'est vraiment super, c'est qu'il faut à un moment donné que les parties prenantes se mettent autour de la table quand même. Et le rôle de la science, elle, c'est en revanche, c'est de se dire, il ne faut pas que les parties s'étripent sur une blockchain qu'il faudrait choisir. Il faut que les blockchains, on puisse en choisir et qu'elles puissent interopérer. Donc là, il y a encore une démarche scientifique pour que, effectivement, on fluidifie le dialogue et le discours entre ces acteurs qui sont des acteurs internationaux. La traçabilité, c'est mondial. Donc il faut absolument libérer ça. Donc ça, c'est en train de venir aussi. Et puis le dernier élément qui semble lointain, mais pas tant que ça, ce sont les ordinateurs quantiques. Et donc les ordinateurs quantiques, eux, ils vont vraiment révolutionner, notamment la logistique. Toute la logistique qui a aujourd'hui est fondée sur l'expérience. C'est tous les trajets de vecteurs de transport, les camions, toutes les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, avec de temps en temps des retours à vide, donc des choses qui consomment beaucoup d'empreintes et qui sont vraiment pas efficientes. Et ces éléments-là, en fait, aujourd'hui, sont optimisés quand même par des algorithmes et par l'expérience. Sauf que ces algorithmes, en fait, on les fait tourner une fois de temps en temps parce qu'ils sont très lourds, très longs, et donc ils sont incapables de s'adapter à un changement climatique à un moment donné, la semaine prochaine, à là, des choses qui viennent, tiens, une grève à un endroit et il y a un segment de la pro qui ne marche plus. Et ben, en fait, les ordinateurs quantiques permettent quasiment en temps réel d'optimiser. On va passer du test au temps réel. Quelque chose de complètement continu en temps réel. On va être capable à chaque fois de réoptimiser en temps réel et de s'adapter. Et la logistique, c'est vraiment extrêmement coûteux en termes d'empreintes. Donc là, vraiment, il y a quelque chose. Et pour terminer, je dirais, ça paraît, comme je disais, ça paraît lointain, mais en réalité, il y a déjà des prototypes opérants. Évidemment, on n'en est pas à se dire que tout le monde va avoir son ordinateur quantique dans sa valise, c'est pas le sujet. On va pouvoir accéder à des ordinateurs quantiques distants, à des tranches de calcul, entre guillemets. Et ça, il y a même des startups françaises qui commencent à produire des usines pour fabriquer des ordinateurs quantiques. Donc on commence à y venir. Voilà. Donc c'est l'affaire de 5 ans, je dirais, pour quelque chose qui passe à l'échelle. Maximilien, ça vous donne de l'espoir, toutes ces pistes ? Ouais, je dirais, l'espoir, c'est l'Europe qui nous l'apporte sur un plateau. On a, après avoir traité la question du pourquoi, on peut traiter la question du comment. On vit une époque assez singulière avec l'Europe qui nous apporte un outil majeur qui s'appelle la CSRD, qui est une directive qui contraint la plupart des entreprises à rapporter sur ces enjeux extra-financiers. Et je vais faire le lien avec le titre de la conférence. On est là pour parler de tech et transformation durable. La CSRD peut être un outil mal compris de reporting. Voilà, un truc de plus. Il y a un lien avec la tech qui est comment la tech va favoriser l'émergence des données, la traçabilité des données. Et là, Laurent, tu l'as très bien présenté. On a un portefeuille de solutions technologiques qui peuvent nous y aider. Mais attention, ce n'est pas que du reporting, on est bien sur un outil pour favoriser la transformation des modèles économiques, comme l'a très bien dit Nathalie tout à l'heure.
Le sujet, c'est comment on va créer des modèles économiques différents, compatibles avec les limites planétaires, tout en utilisant effectivement la tech. Et là, la tech ne va pas être une réponse à tout non plus. La tech, évidemment, n'est pas une réponse à tout. Ça, on s'y attendait. La tech est un facilitateur. La tech peut être un accélérateur, sous réserve qu'on ait un objectif partagé, commun, identifié et clair. Et là, encore une fois, les entreprises européennes ou les entreprises qui opèrent en Europe ont une chance, qui est que l'Europe leur a donné un plan d'action, une forme de roadmap, qui commence par la CSRD, qui ne s'arrêtera pas à la CSRD, mais qui est extrêmement efficace pour ceux qui veulent bien la regarder en termes de transformation. Voilà, donc mon point un peu d'accent, c'est de dire, oui, la CSRD, un truc de plus aujourd'hui au niveau des boards, au niveau des COMEX, on n'a pas que ça à faire. Attention de ne pas limiter la puissance de la CSRD à une approche de reporting, de data et finalement de facilitation de remontée de la data. Ça doit être vraiment considéré à terme comme un tableau de bord de pilotage stratégique, qui a vocation à transformer la société, l'entreprise et transformer son modèle économique pour le rendre à la fois compatible avec les limites planétaires et créatrice de valeur. Un point peut-être sur les enjeux, les difficultés, s'il y a une difficulté sur laquelle on doit se battre. On parlait tout à l'heure de la blockchain et de traçabilité. Je vous parlais d'une première difficulté qui était un verrou technologique sur l'interopérabilité de ces applis. Bon, ça c'est une difficulté qui sera levée. Bon, voilà. La difficulté première, c'était quand même, pour les expériences qui ont été menées il y a quelques années, alors il y avait déjà ce problème-là, mais surtout il y avait eu un autre problème, c'est qu'il y a eu quand même quelques acteurs de bonne volonté qui voulaient collaborer, et la difficulté qu'ils ont eue, c'est qu'en fait il n'y avait pas de culture data sur ces data en particulier. Donc ce que je dis tout le temps, c'est que du côté de la finance et de la compta, ça fait un peu plus d'un siècle maintenant que les gens se sont organisés pour avoir des systèmes qui permettent de structurer la donnée, d'avoir un langage commun. Il y a même des ERP qui font quelquefois que même d'une société à l'autre, on a quasiment les mêmes tables, la même manière de présenter les choses. Enfin, évidemment, il y a toujours des subtilités, mais je dirais, globalement, il y a quand même vraiment beaucoup de choses très structurées. Et là, avec l'ESG, d'un seul coup, on part dans un autre univers où on n'a pas uniquement une unité d'œuvre, mais énormément, du CO2, de l'eau, on en a vraiment énormément. Et par ailleurs, dans une culture d'entreprise qui n'était pas celle de la finance, c'est-à-dire que c'est une culture qui n'était pas dans la conservation, l'archivage de ces données, puisqu'elle n'avait pas à être en réalité à être reportée, elle n'avait pas à être contrôlée, elle n'avait pas à être monitorée. Et jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de conscience non plus de footprint, d'empreinte des entreprises dans le domaine qui faisait qu'il n'y avait pas non plus d'envie et de souhait de garder tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui, grâce au et là je rejoins ce que tu dis Maximilien, le CSRD c'est quelque chose c'est un projet d'entreprise qui va être extrêmement important pour les entreprises en termes de ressources à déployer pour le mettre en œuvre. Il faut que ça soit quelque chose d'utile, que ça dépasse le cadre du reporting pour qu'on aille derrière vers effectivement une collecte de data efficiente. Donc il faut réfléchir dès le début à comment cette data va être utilisée à bon escient. La difficulté selon vous Maximilien ? Mettre de côté la peur, parce qu'effectivement, comme tu dis Laurent, il y a un effet falaise. L'effet falaise de se retrouver à devoir apprendre culturellement un nouveau monde, un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire, alors que ça fait un siècle qu'on est finalement dans le confort d'un apprentissage de réflexes et d'outils qui sont ceux de la finance classique. Voilà. Donc comment on va lutter contre cet effet falaise ? Il y a plusieurs centaines d'indicateurs si on s'y penche sur la CSRD, donc on parle vraiment d'un effet falaise. Le premier réflexe, c'est le déni. C'est la peur, c'est je ne veux pas en entendre parler, etc. Alors qu'il y a une nécessité d'apprentissage, justement pour rester sur le rationnel, pour rester sur les objectifs premiers de l'entreprise qui sont la création de valeur. Donc comment on va arriver à lutter contre cet effet falaise ? Et effectivement, la tech, telle que Laurent l'a déployée, font partie des solutions, mais aussi clairement une posture d'humilité. On est tous dans cette posture d'humilité parce que, effectivement, on est dans une posture d'apprentissage. On a beaucoup parlé de carbone. S'il n'y avait que le carbone, la vie serait simple. Évidemment, à côté du carbone, on a plein d'autres poches, le vivant, avec tout ce que ça embarque, les aspects systémiques. Et là, comment on va faire ? La seule attitude, finalement, c'est se mettre dans une posture ouverte et active d'apprentissage,
de savoir que finalement on est à peu près tous au même niveau, voilà, à peu de choses près, qu'on a la chance de vivre à une époque où la tech peut nous aider en apprentissage accéléré, parce qu'effectivement, entre l'IA générative, entre les bases de données qui existent, etc., finalement, on peut avoir assez vite accès à une quantité de données qualifiées et directement opérationnelles, mais être capable vraiment de rentrer dans une logique d'apprentissage accéléré pour cette culture, en mettant clairement de côté ce qui relève de la peur, et donc qui est un frein, qui est une inhibition, et qui vient complètement, on va dire, bloquer le processus de création de valeur de l'entreprise, et ce qui relève du rationnel, qui est je me mets dans une posture d'apprentissage, je me mets dans une posture de déblocage, je me mets dans une création de valeur effective en travaillant sur mon modèle économique de demain. Ce qui induit, et ça sera mon mot de la fin, d'être capable de regarder parmi mes produits ceux qui deviendront potentiellement demain des invendables. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout est vendable et la logique de croissance volumique s'impose encore à tous. C'est en train de changer. Si on met de côté la peur, si on prend les lunettes des limites planétaires, toute une partie de ce qui est aujourd'hui commercialisé et vendu deviendra demain un invendable, que ce soit des invendables par comportement des consommateurs ou des invendables légaux. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, en tant que dirigeant et administrateur, de regarder clairement cet avenir en face? Si oui, alors l'entreprise se portera au mieux. Sinon, il y aura certainement quelques opérations compliquées. Un vrai enjeu stratégique. Un vrai enjeu stratégique. Vous avez dit que c'était votre mot de la fin. En effet, on arrive à la fin de cette matinée. Laurent, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est il faut absolument utiliser ce projet stratégique du CSRD qui nous arrive par les directives européennes, qui sont en fait une opportunité unique, parce que toutes les entreprises vont être soumises au même cadre, et donc on va pouvoir se projeter vers de la data analogue pour tout le monde, et là ça va servir effectivement la technologie qui va pouvoir aider à nouveau à leverager toutes ces données-là, en se disant, mon fournisseur, mon client va aussi avoir ce même framework, va aussi avoir des données comme celle-ci, je peux désormais me projeter sur d'autres outils et d'autres technologies. Donc c'est un call to action, hein, le CSRD est là, l'IA est là, il faut absolument aujourd'hui ne pas considérer que le CSRD c'est un projet de compliance, mais immédiatement, tout de suite, penser déjà à la tech et à ce qu'on va pouvoir faire ensemble avec nos clients et nos fournisseurs. Et donc au boulot. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis et les replays seront disponibles très prochainement.